à toutes. Voilà, j'ai voulu mettre une petite vidéo pour commencer l'émission. Ah, je suis chaud. Là, je vous le dis, c'est lundi matin. Aujourd'hui, je suis chaud. Le Paris Saint-Germain qui a remporté sa 7e coupe de la Ligue samedi soir au Parc OL. On va y revenir longuement. On va revenir sur, vous l'avez vu dans le petit descriptif de l'émission. Aujourd'hui, il y a un maillot d'Edinson Cavani à gagner. Alors, on va commencer par ça puisque c'est ça surtout qui vous intéresse le plus. Il est là. Le voilà. Avec la petite signature que vous avez vue. Le maillot d'Edinson Cavani ou la signature, il est quand même signé ce maillot, il est là. Ouais, il est dédicacé ce maillot les amis. Hein. Voilà. Ouais. Le maillot d'Edinson Cavani a remporté aujourd'hui dans le PSG Show. Edinson Cavani qui a mis un doublé, qui a marqué 40 buts déjà cette saison. On va revenir sur Edinson Cavani et on va se poser la question. Alors, un peu de grisaille autour de nous. Voilà, on se souvient comme ça. Voilà, ça s'enlève. Parfait. On va se poser la question de savoir si Edinson Cavani est le plus grand attaquant d'Europe aujourd'hui dans le PSG Show, de savoir si il mérite ce titre de meilleur attaquant d'Europe. On va se poser la question aussi de l'avenir de Marco Verratti. On va revenir sur cette Coupe de la Ligue. Beaucoup de choses. Le portable comme d'habitude avec moi. Salut Francisco, salut à tous, salut Steve Laurent. C'est bon, Loïc il a craqué, nous dit Steve Laurent. Salut Thomas, il n'y avait pas Sylvain Distin contre Paris en 2000. Oui, Paris qui a perdu la Coupe de la Ligue, vous l'avez vu face à Guignon, c'était en 2000 et Sylvain Distin était à Guignon. Salut Jonathan, salut Pierre, beaucoup de monde aujourd'hui avec nous. Salut Bourreman, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez passé une super semaine, que cette semaine va être encore meilleure pour vous. Et bien sûr avec moi, je ne l'ai même pas présenté, mais Julien Kellen, vous avez l'habitude, maintenant je n'ai pas besoin de présenter son nom. Julien Kellen, comment ça va Julien? Ça va, salut à tous, impeccable. Et ben ouais, après ce beau week-end de foot, on va bien. Ouais, je vais mettre le maillot d'Edinson Cavani comme ça. Voilà, mets-le sur toi, impeccable. Ça, impeccable. On n'a pas dit comment on fait. Allez, tiens, dis comment on fait pour gagner. On le gagne comme d'habitude. Donc on gagne, les amis, en partageant le PSG Show. Vous avez un petit bouton partager là en dessous de notre live. Vous partagez ça. Et puis mercredi midi, on vous tirera au sort ici à la rédac. Le chanceux se verra envoyer son maillot à domicile. Ou alors, vous pouvez venir le chercher, ce sera encore mieux. Ici, si vous êtes à Paris, à la rédac, discutez avec nous et on vous remettra ce petit bijou, le maillot dédicacé d'Edinson Cavani. Vous commentez sur Twitter aussi, #PSG Show. Francisco qui nous dit comment on fait pour gagner le maillot, ben voilà. Voilà, toutes tes réponses, Francisco. T'as écouté Julien. Et on est là. Ben on va commencer directement cette émission par. Tu te rattrapes, c'est ça? Je regarde sur le côté ici, là, la grisaille sur le nord du Parc des Princes. Je peux même faire la météo. C'est beau. C'est marrant ça. Hein. Tu dis pas bonjour à Jonathan? Ah oui, c'est vrai. Jonathan, ça va Jonathan? Super la plus Jonathan. Continue, super travail. Voilà, toujours le beau jour du lundi matin pour ceux qui nous rejoignent. Pour me filer le maillot, partagez l'émission les gars pour le maillot. On va commencer par, en parlant de cette finale de Coupe de la Ligue, 7e Coupe de la Ligue, match très important, on l'avait dit dans le PSG Show. Ouais. Après la finale de Barcelone, Unai Emery et son staff avaient mis un petit point rouge autour de cette finale de Coupe de la Ligue pour dire que voilà, c'était ce match qui devait permettre au Paris Saint-Germain de faire la bascule et de passer une fin de saison un peu plus tranquille et surtout retrouver de la confiance. On va écouter Unai Emery et après on parlera juste de ce qu'a dit Nasser Al-Khelaifi en conférence de presse, en zone mixte même, parce que c'était quand même assez intéressant ce qu'il dit. Il dit Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, notre saison commence maintenant. Pas mal. Nous avons besoin de jouer pour le titre. Je crois que nous sommes ici, tous les joueurs sont habitués, et le PSG aussi, pour travailler l'objectif de gagner le titre. C'est un. Et encore, qui est l'adversaire? L'adversaire a démontré cette année qu'il est très fort dans les championnats, dans les Champions League, dans la Coupe de la Ligue, dans la Coupe de France, et fait un match direct contre eux, jouer cette finale. C'est pour démontrer aussi notre capacité et notre processus de grandir, d'améliorer les choses. Les 3 points de différence pour le championnat n'est pas changé pour les matchs d'aujourd'hui. Mais c'est pour ça que nous voulons démontrer la possibilité de travailler pour le championnat, pour surmonter la différence qu'il a fait contre nous et qu'il a mérité. Parce que le championnat, c'est la régularité qu'il a démontré pour 38 journées. Mais c'est pour ça que la victoire d'aujourd'hui, il donnait à l'équipe, je crois, cette confiance. Mais après, la difficulté, c'est la même qu'avant les matchs. Mais notre objectif, c'est clair, le championnat. Et on va continuer après de la victoire d'aujourd'hui pour travailler, pour si Monaco donnait l'opportunité de surmonter à eux, que nous sommes prêts. Qui est pour gagner
tous les matchs possibles dans la dernière qu'il manquait pour finir le championnat. Mais psychologiquement, c'est meilleur aujourd'hui gagner, sûr. On va jouer, comme d'habitude, au jeu des pouces et des cœurs. Alors que, Julien, tu nous expliques ton point de vue sur cette finale de Coupe de la Ligue. Je veux voir des pouces si vous pensez qu'Unai Emery a sauvé sa tête avant qu'on vous donne les informations, si vous pensez qu'Unai Emery a sauvé sa tête en remportant cette Coupe de la Ligue face à l'AS Monaco, des pouces. Si vous pensez qu'Unai Emery n'a pas sauvé sa tête face à l'AS Monaco et qu'il est encore en danger pour l'année prochaine, je veux voir des cœurs. Julien, c'est à toi. Sur la même question, moi je ne vais pas m'exprimer sur le fait de savoir s'il a sauvé sa tête ou pas. Moi ce qui m'intéresse, c'est surtout que pour l'instant, il n'a pas encore sauvé la saison du Paris Saint-Germain. Parce qu'il y a un seul moyen de sauver la saison du Paris Saint-Germain, c'est d'aller gagner après cette Coupe de la Ligue, la Coupe de France et le championnat. Quart de finale mercredi à Avranches, je le rappelle. Voilà, quart de finale mercredi à Avranches, les quarts de finale de la compétition, il y a encore des matchs. Ils peuvent recroiser encore la route de Monaco qui jouera à Lille pour sa part mardi. Voilà. Pour moi, il n'a pas encore sauvé la saison du Paris Saint-Germain. Je ne veux pas parler, est-ce qu'il a sauvé sa tête, est-ce qu'il n'a pas sauvé sa tête. Moi, je ne sais pas ce que les décisionnaires du Paris Saint-Germain... Beaucoup de cœur, beaucoup de monde qui pense qu'il n'a pas encore sauvé sa tête. Non, mais la décision de garder ou pas Unai Emery, pour l'instant, moi, elle ne m'intéresse pas. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'Unai Emery est capable de sauver la saison du Paris Saint-Germain après la terrible désillusion de Barcelone. Pour moi, le seul moyen de le faire, c'est d'aller gagner les 3 compétitions. Parce que même s'il prenait les 2 coupes et qu'il ne prenait pas le championnat, ça resterait quand même une saison très compliquée qui aura été marquée juste par cette catastrophe de Barcelone. Donc voilà, ça c'est mon point de vue. Avant qu'on écoute Unai Emery justement sur ton point de vue, qui parlait d'état d'esprit, justement comment il avait fait en sorte que ses joueurs repartent au combat, Mike qui nous dit ni pouce ni cœur, on ne peut pas savoir, même s'il gagne le championnat, je pense qu'on ne saura pas. Non, il n'a pas sauvé sa place, nous dit Steve. Alex, pour ta question, on va faire un petit truc en fin d'émission de nouveau. Si vous avez toutes les questions que vous avez à poser sur le Paris Saint-Germain, on y répondra en fin d'émission durant les 10 dernières minutes. On vous donnera toutes les informations. Je vois que Alex, tu nous parles de l'étang. En fin d'émission, on répondra sur l'étang. Cathy qui nous dit non, moi je pense pas non plus qu'il ait sauvé ta place. Cathy, encore une fois, qui nous dit il n'y a pas qu'Emery, les joueurs doivent s'impliquer à fond. On va voir justement Unai Emery qui parlait de l'état d'esprit après la victoire samedi. Quand nous avons entré à la vestiaire, nous on parlait. C'est des ans, oui, mais ne pas chercher, ne pas perdre la chemin que nous voulons aujourd'hui. Qu'il est, ne pas regarder les résultats, ne pas regarder l'heure. Jouer les 90 minutes avec la constance, avec l'exigence. Profiter dans le terrain avec le travail. Quand on va 2 ans, l'objectif c'est faire les 3 ans. Quand on va 3 ans, l'objectif c'est 4 ans. Et après, quand il a fait 4 ans, l'objectif est continuer de jouer les matchs et faire autre vite. Et c'est pour ça que je vois que l'esprit de l'équipe aujourd'hui, cet esprit c'est bon pour l'ambition. Et premier pour la confiance, les titres, la confiance, les adversaires qui est, et après pour nous. Alors, en gros, il explique qu'il a demandé à son équipe à la mi-temps d'aller mettre des buts, d'aller prouver en fait. On ressent que ce Paris Saint-Germain a besoin de prouver en ce moment. Ouais, mais ce qu'il dit surtout, qui est très intéressant, c'est que cette victoire en Coupe de la Ligue n'est surtout pas une fin en soi, c'est juste une marche de plus vers ce qu'ils veulent faire de leur saison, c'est-à-dire tout gagner, tout ce qui leur reste de possible à gagner. Voilà, ça c'est important. La finale de la Coupe de la Ligue était une étape importantissime, mais n'était pas une fin en soi. Ça doit permettre au Paris Saint-Germain d'aller chercher tout ce qui reste à aller chercher cette saison. Naïm qui nous dit il fut un temps où les 2 coupes par saison auraient largement suffi au bonheur du PSG. Les temps ont bien changé. Ouais, Olivier, les temps ont bien changé. Excellent. Non mais oui, il a raison. Les temps ont bien changé. On va rebondir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'il a sauvé sa tête, pas sauvé sa tête? Si Unai Emery termine la saison en ayant gagné les 2 coupes, en ayant gagné le championnat, on rappelle qu'ils ont déjà été chercher le trophée des champions, ce sera une saison globalement réussie. Tout le monde sera, j'imagine, d'accord pour dire ça. Il y aura toujours ce traumatisme de Ligue des Champions, mais qu'est-ce qui aurait été fait différent par rapport aux saisons d'avant? Pas grand-chose. Ils auraient perdu en 8e de finale au lieu de perdre en quart. Ils sont tombés sur le Barça en 8e. S'ils avaient été éliminés en quart, au final, ça aurait été exactement la même chose. Ouais. Voilà. Mais ce qui a changé, c'est ce qui fondamentalement aura changé, c'est qu'Emery aura réussi à insuffler sa patte, à insuffler son état d'esprit. Sur le long terme, on va peut-être voir des résultats sur le plan sportif. Des vrais résultats, si pour sa première saison, en ayant changé complètement la mentalité, en ayant intégré de nouveaux joueurs à cette équipe, si pour sa première saison, il va chercher un quadruplé, je prends le trophée des champions pour parler de quadruplé, globalement, ce sera dur de dire que c'est une saison ratée quand même.
On a Jonathan qui nous dit Emery ne doit pas partir et va certainement peaufiner sa façon de travailler car il connaît maintenant le club. Je suis sûr qu'il sait ce qu'il faudra faire et il faudra faire grandir cette équipe. Je pense que ce serait un sketch de voir partir Emery s'il faisait un quadruplé ou un triplé pour ceux qui considèrent pas le trophée des champions comme le premier trophée de la saison. Mais sérieusement, ce serait quand même incroyable, assez invraisemblable de voir ça. Scott qui nous dit je ne pense pas qu'il ait sauvé sa place, tout dépendra des opportunités qu'il y aura sur le marché, à savoir un entraîneur libre et au niveau des objectifs du club, alors que Yazid nous dit nous attendons vivement Arsène Wenger avec son expérience et notre argent, on gagnera la sienne. Ouais, c'est sûr que sur Arsène Wenger, on va donner quelques infos quand même sur Arsène puisque ça il y a eu quelques rumeurs ces derniers temps sur Arsène Wenger. Vas-y. Moi je donne une info, pour gagner la Champions League, c'est vraiment l'entraîneur qu'il faut, c'est clair. Allez, bang Arsène Wenger, tiens, je te regarde Arsène. Non mais soyons sérieux une minute, enfin je sais pas. Vas-y. Mais j'ai rien d'autre à dire que ça, les gars. Il a jamais gagné la Champions. Alors pour vous donner toutes les informations sur Arsène Wenger, les dernières informations, c'est que Arsène Wenger le Paris Saint-Germain n'a pas proposé le poste d'entraîneur à Arsène Wenger. Il y a eu des rencontres, il y a eu une rencontre d'Arsène Wenger entre certains dirigeants du Paris Saint-Germain à Paris il y a 2 semaines. C'est ça qui a alimenté les rumeurs, c'est-à-dire quoi, ça s'est su dans le milieu qu'Arsène Wenger avait déjeuné avec quelques dirigeants du Paris Saint-Germain, mais apparemment, les informations qu'on a eues nous ici à Gaulle, c'est que ça n'avait rien à voir avec le Paris Saint-Germain, que peut-être à l'avenir il pourrait venir au Paris Saint-Germain, mais certainement pas comme entraîneur. On sait qu'en ce moment, les dirigeants sont en train de repenser un peu à la manière de travailler au Paris Saint-Germain, et je vous propose qu'on en parle en fin d'émission. On parlera d'Olivier Létang, puisque c'était la question d'Alex tout à l'heure. En attendant, on va revenir à cette finale de Coupe de la Ligue, on va parler de ça, et on va écouter Leonardo Jardim qui lui pense que cette finale s'est jouée sur l'expérience. Allez. Pas mal. Puis on switch après. Et après on switch, on va accueillir nos amis d'Opta pour parler de Cavani. C'est parti. Bien sûr que notre objectif c'est à gagner, n'est pas seulement rester la finale. Mais en même temps, c'est une finale pour cette groupe, c'est beaucoup de joueurs, c'est la première fois qu'ils jouent une finale. Je dois il reste l'expérience. L'expérience, parce que je crois que PSG jouer meilleur que nous, rester plus forte, fait 2 buts, un moment décisif, 3 minutes, et fin de premier mi-temps, et après jouer toujours à chercher le résultat, c'est difficile contre Paris. Nous avons 4 compétitions, nous jouons les 4 compétitions à fond avec l'objectif de gagner. Et maintenant, c'est la Coupe de la Ligue. Fini la Coupe de la Ligue, nous arrivons à finale, après 7 ans que Monaco n'est pas arrivé en finale, arrivé cette fois, jouer, essayer de gagner, pas possible parce que l'adversaire aujourd'hui est supérieur, et c'est fini. Alors maintenant, notre tête, c'est la Coupe de France, que c'est mercredi, et après, c'est le championnat, et après le Champions League, et c'est comme ça. Mais chacun a son place. Expérience, c'est expérience. Alors que Julien Kellen s'est encore une fois transformé. Il est devenu plus beau. Il s'est transformé en Flo. Arrêtez. Flo, nos amis d'Opta, parce qu'on va parler d'un attaquant. On reviendra après sur ce qu'a dit Leonardo Jardim avec Julien Kellen. On va parler d'un attaquant, Edinson Cavani. Je vous rappelle que son maillot est à gagner dans le PSG Show aujourd'hui. Son maillot dédicacé. Il est là. La dédicace d'Edinson Cavani. Pour ça, vous partagez l'émission, les amis. Vous nous mettez petit partage avec un petit mot doux sur Facebook. Et on fera un tirage au sort. Vous allez jusqu'à mercredi midi pour tenter de gagner ce maillot d'Edinson Cavani. Puisqu'on parle d'Edinson Cavani, Flo, tu travailles chez Opta, qui est le frère de Gaulle. Et en gros, tu vas nous expliquer, on se pose une question aujourd'hui, vous allez nous dire aussi en commentaire, quelle est la place d'Edinson Cavani aujourd'hui parmi les meilleurs attaquants européens? Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Et Edinson Cavani, voilà, une stat qui va résumer tout, je pense, pour l'instant, c'est 40 buts en 40 matchs avec Paris, toutes compétitions confondues cette saison. Donc c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, il faut dire. On le voit donc le classement. Voilà, si on prend en compte dans les 5 grands championnats européens cette saison, toutes compétitions confondues, il est deuxième. Il est deuxième avec 40 buts marqués. Il n'y a pas Ronaldo sur ce classement quand même. Ronaldo n'y figure pas, donc c'est pour vous dire qu'il est vraiment sur des stats stratosphériques. Il est juste devancé par Lionel Messi d'une unité. Et vous voyez qu'en plus il est largement devant, par exemple, Robert Lewandowski ou Dzeko ou Aubameyang, etc. Donc ce qui se fait, même Luis Suarez, ce qui se fait de mieux sur la planète football. Et si on prend en compte, par exemple, juste les 5 grands championnats européens cette saison, là, Edinson Cavani est en tête
avec 27 buts devant Lionel Messi, devant Robert Lewandowski, devant Aubameyang. Et Cristiano Ronaldo ne figure toujours pas dans ce classement. Donc Edinson Cavani, voilà, tout ce qu'on peut dire sur lui, son manque d'efficacité. Alors il l'a encore montré avec un raté assez incroyable en finale. En première mi-temps, Subasic enlève une énorme, c'était par 2 fois sur un corner où il fait un petit truc, il enlève énorme arrêt de Subasic. Une super magère qui fait exactement. Mais tout est résumé dans Cavani sur ce match de finale de Coupe de la Ligue où il va rater l'immanquable, mais il va te mettre une reprise de volée magnifique et 2 buts exceptionnels dans sa conception technique et dans sa réalisation. Voilà, une énorme saison d'Edinson Cavani, et c'est surtout quelqu'un qui est là pendant les finales. Voilà, on a une stat. Il a été 5 fois titulaire en finale avec le Paris Saint-Germain. Il a marqué à chaque fois. C'est-à-dire que 7 buts, c'est ça en tout. 7 buts en tout, que ce soit en Coupe de la Ligue, en Coupe de France ou Trophée des Champions, puisqu'on considère que c'est une finale. Il marque à chaque fois, et donc 7 buts en 5 titularisations en finale. C'est l'homme des grands rendez-vous. Edinson Cavani, dernière question pour toi, est-ce qu'il est le meilleur attaquant d'Europe en ce moment? On parle d'attaquant pur, de buteur pur. De buteur pur, pour moi par exemple, je pense que Messi et Cristiano Ronaldo, ce ne sont pas des buteurs purs à proprement parler, ce sont des joueurs vraiment spécifiques. Je pense que Edinson Cavani est ce qui se fait de mieux, oui, en Europe pour l'instant. Oui. Actuellement, les stats le démontrent, c'est celui qui marque le plus en tant que vraiment pointe pure et dure. Je pense que c'est le meilleur attaquant d'Europe actuellement cette saison, en tout cas cette saison. On va écouter Unai Emery, voir s'il pense la même chose que toi. Vous nous dites en commentaire, est-ce qu'Edinson Cavani est le meilleur attaquant d'Europe? Allez, Unai, c'est à toi. Mais Cavani, je crois qu'en France, il est plus connu pour tous que moi. Et il est un joueur avec l'ambition personnelle, individuelle, avec le PSG. Quand il prend les maillots de PSG, il démontrait, je crois, l'ambition, il est très professionnel, il est très impliqué dans l'équipe. Et après, quand il va avec l'équipe nationale, pareil. C'est pour ça que après, si l'équipe aidait pour arriver ou pour entrer dans la surface, pour faire les attaques, il est le joueur qui est prêt pour marquer. Et aujourd'hui, il a marqué des buts, très bons buts. Mais comme je dis, c'est pour tous les joueurs font le travail, mais dans le travail de lui, je crois qu'il a la foi pour améliorer, la foi pour marquer plus, la foi pour gagner. Et je crois que c'est un bon esprit pour l'équipe. Alors on a Yazid qui nous dit Cavani est un vrai buteur et fait partie de l'avenir du club, au même titre que Verratti, il a tout fait faut tout faire pour le garder, même s'il faut sacrifier des joueurs comme Ben Arfa. Mike qui nous dit il est le meilleur numéro 9 du monde aujourd'hui. Scott qui nous dit pour moi il est en dessous de Messi, Suarez, Ronaldo, mais au-dessus des Lewandowski et des Aubameyang and compagnie, donc il est dans le top 4. Steve nous dit le meilleur 9 qu'on peut trouver à l'heure actuelle, c'est Edinson Cavani. Julien? Non, je suis pas d'accord avec ça, mais pour moi, Edinson Cavani... Alors si t'es pas d'accord, rentre dedans, vas-y, dis-leur que t'es pas d'accord. Je vais donner mon avis. Pour moi, Edinson Cavani est un des meilleurs 9 du monde, mais ça date pas de cette saison. Pour moi, depuis son départ de Palerme, Edinson Cavani fait partie des meilleurs 9 de la planète. Il l'a toujours été. Évidemment, au PSG, on a un peu en tête son replacement lors des 2-3 dernières saisons, où il était à gauche et forcément, il jouait pas un rôle de pur neuf avec la présence de Zlatan Ibrahimovic. Mais pour moi, je répète, depuis son départ de Palerme, il a toujours fait partie des meilleurs attaquants du monde. Quand il arrive au Paris Saint-Germain, on parle de 2 numéros 9 qui sont au-dessus du lot. On parle de lui et on parle de Radamel Falcao, qui venaient tous les deux à la Ligue 1. C'était les 2 meilleurs buteurs numéro 9, pur numéro 9 à l'époque. Voilà, s'il faut faire des comparaisons, j'exclus aussi, comme Flo tout à l'heure, Messi et Ronaldo, parce que voilà, on parle de vrais 9, on parle d'avant-centre. Messi et Ronaldo ne sont pas des avant-centres. Mais les stats, on peut pas les retirer. Il a marqué 27 buts en championnat. C'est le meilleur buteur dans les 5 grands championnats. 40 buts quand même. Il va certainement devenir le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Oui, c'est possible. Tout est possible. Et ce serait mérité. Edinson Cavani est très bon, des stats qui sont excellentes depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Et je le répète, surtout si on considère, encore une fois, qu'il n'a pas toujours joué numéro 9 et qu'il a même pour l'instant plus joué à gauche qu'en tant que numéro 9. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, s'il faut le comparer au meilleur buteur de la planète, pour moi, il reste intrinsèquement en dessous de joueurs comme Luis Suarez,
comme Robert Lewandowski. On prend les stats. Alors, par exemple, je pourrais aller dans ton sens, mais juste pour que tu continues. Jaurès Laudry nous dit il a mis 27 buts, oui, mais en Ligue 1. Est-ce que ça compte? Non, c'est dur de marquer en Ligue 1. Non, mais c'est difficile de marquer en Ligue 1. Moi, ça me fait toujours rire ça. Regardez Lewandowski qui marque en Bundesliga, regardez Luis Suarez qui marque en Liga. Bon, mais les gars, la Liga et la Bundesliga sont des championnats qui sont, et vous direz pas le contraire, peut-être que vous pensez que les équipes ont un niveau supérieur, je l'entends, mais c'est aussi des championnats qui sont plus ouverts, avec une mentalité différente, où toutes les équipes laissent beaucoup d'espace. En Ligue 1, c'est pas simple de marquer. Ça n'a jamais été simple de marquer en Ligue 1. Voilà, les buteurs qui font meilleurs buteurs de Ligue 1 chaque saison sont des grands joueurs. On est d'accord avec ça? Bon, voilà. Moi, ce que je voulais revenir sur le fait qu'il reste intrinsèquement pour moi en dessous des mecs comme Luis Suarez et Robert Lewandowski. Par exemple, si on prend les stats... Je vous remets le classement, on va regarder le classement là. Voilà, regardez le classement. Mais si on prend les stats, là, on exclut par exemple les passes décisives. Bon, un buteur, on lui demande de marquer. Oui. Mais par exemple, Luis Suarez, Edinson Cavani en championnat a fait une passe décisive. Il a marqué 27 buts, il a fait une passe décisive. Il participe beaucoup moins au jeu. Voilà. Un mec comme Luis Suarez, il a marqué 23 à 24 buts, mais il a fait 10 passes décisives. Si on prend un ratio, il est donc plus décisif que Edinson Cavani. Robert Lewandowski a fait, je crois, 6 ou 7 passes décisives également. Voilà, c'est des joueurs qui sont plus complets qu'Edinson Cavani. Dans son rôle, Edinson Cavani, pour moi, est le meilleur. En première intention, en numéro 9, dans ses caractéristiques, il est le meilleur. Pour moi, il fait simplement partie, entre guillemets, simplement, des meilleurs buteurs d'Europe. Dire que c'est le meilleur, moi, je suis pas d'accord. J'ai eu quelques trucs plutôt intéressants. C'est Cathy qui nous dit peut progresser. Il a encore visé le ballon d'or, nous dit Cathy quasiment. Et il y avait quelqu'un d'autre qui nous disait, Francisco qui nous dit on serait passé en quart, si on était passé en quart plutôt, il était bon pour un ballon d'or. Et finalement, est-ce que Cavani est un futur ballon d'or? La question. Alors, on n'a pas fait encore le jeu des pouces et des cœurs. Alors, on va recommencer. Est-ce que vous pensez qu'Edinson Cavani est le meilleur attaquant d'Europe en ce moment? Non. Vous mettez un pouce. Oui. Vous mettez un cœur. Non pour un pouce. Oui pour un cœur. Est-ce que c'est un futur ballon d'or? J'ai du mal à imaginer qu'il puisse gagner le ballon d'or. Comme l'a dit très justement, c'était Steve, je sais plus, qui a dit que si on passait en quart, si le PSG était passé en quart, il aurait... Francisco. Voilà. Je pense qu'il n'aurait pas suffi de passer en quart, moi. Pierre nous dit oui, il va être ballon d'or. Ah ouais. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à l'imaginer. Steve a une question pour toi. Julien, est-ce que Suarez, tu le vois redescendre pour défendre comme le fait Cavani? Non. C'est quelque chose à prendre en compte aussi, le fait qu'il se dépense beaucoup. Non, mais évidemment, il a. Je le répète ce que j'ai dit. Je ne sais pas si ça a été très bien compris. Dans ce qu'il fait, Edinson Cavani, dans les caractéristiques d'un joueur comme lui, pour moi, c'est le meilleur au monde. Maintenant, on parle de numéro 9. Et toi, tu me parles, Steve, de son apport défensif. Moi, je veux bien, mais c'est pas sur ça qu'on juge un buteur. On est d'accord. On juge un buteur sur la manière dont il est décisif, sur le nombre de buts qu'il marque, le nombre de passes dès qu'il fait, le nombre de fois où il fait gagner son équipe. Voilà. Pour moi, ça, c'est les critères sur lesquels on juge un buteur. On va pas juger un attaquant sur son repli défensif. Après, ça n'enlève rien à ce que Cavani fait. Et enfin, je veux bien qu'on comprenne. C'est un joueur monstrueux qui a un apport dans le jeu qui est de ce point de vue-là excellent, parce que c'est vrai que la tonne d'efforts qu'il fait sert forcément les joueurs de son équipe, et c'est un joueur ultra décisif. Mais je répète, pour moi, intrinsèquement, sur les qualités d'un buteur, il est en dessous de mecs comme Luis Suarez ou Robert Lewandowski. Voilà justement cette image que j'ai sélectionnée pour vous. C'est pas après un but. C'est Edinson Cavani, il a été extrêmement nerveux durant cette finale avec les arbitres avant qu'il marque ses 2 buts. Là, il est en train de pester contre un arbitre. C'est encore l'Edinson Cavani que... Voilà, c'est un joueur, un sanguin. Faut pas oublier qu'il était revenu il y a 2 jours avant la finale de sélection, donc avec l'Uruguay. Voilà, c'est l'Edinson Cavani, c'est-à-dire un joueur qui se dépense énormément sur un terrain. Et je vais vous montrer notre photo parce qu'elle est marrante. C'est celle-là juste après son but. On sait pas trop ce qu'il a voulu faire là, Eddie, mais voilà, il est comme ça, Eddie. C'est un sanguin. Vous l'avez vu en interview la dernière fois sur ses meilleurs buts. C'est un attaquant particulier quand même. Ouais, c'est un attaquant particulier, c'est un mec qui a beaucoup de charisme déjà, parce que voilà, enfin on aime ou on n'aime pas, mais la manière dont il fait de ses buts, déjà ça veut dire beaucoup. Le moindre but qu'il met, que ce soit sur un penalty, que ce soit sur une pointe balancée en... Cette photo je l'adore. Enfin, voilà, ouais, il est hargneux, on le voit, il est comment dire, il est totalement attiré par le but, il n'y a que ça qui compte, marquer des buts, c'est la race des très grands attaquants aussi, hein. Ouais. C'est un des points communs qu'ils ont, et on le voit dans la rage qu'il a dans ses célébrations, et ça c'est un point énorme pour le Paris Saint-Germain. Peut-être que comme Ibra aussi, parce que tu disais qu'il était
qu'il était énervé, qu'il s'était mis dans des situations où voilà, il pestait contre l'arbitre, etc. On se rappelle de Zlatan Ibrahimovic qui avait un peu le même genre d'attitude et qui était bien meilleur une fois qu'il était énervé. Et il le disait aussi en interview, j'ai besoin de jouer énervé, j'ai besoin d'être énervé. Peut-être que Cavani aussi est meilleur quand il est énervé. On a Steve qui nous dit, il fait la pub pour Nivea, cette photo-là. Allez, dites-nous en commentaire, qu'est-ce que vous pensez qu'il est en train de faire, Edinson Cavani? Tu penses quoi, toi, Julien? Il fait quoi, là? Je sais pas, moi je crois qu'il fait comme quand on était au collège, genre vous faites pitié, tu sais, genre vous faites pitié, tu sais. Ouais, genre, pas de ce petit geste, regardez-vous un peu par en face, c'est ça? Pas de ce petit geste là, celui-là, là, tu te caressais le menton un peu comme ça, là, en disant. Ouais, c'est vrai. Ah, peut-être. C'est vrai. Francisco nous dit, c'est pas ma célébration préférée. Rudy qui nous dit là, la grinta. Kamel nous dit, Cavani s'est libéré après le départ d'Ibra. C'est quelqu'un qui sait se positionner. Ça, c'est clair qu'au niveau du positionnement et des appels de balles, c'est quasiment un des meilleurs du monde. Il marque et défend 2 minutes et après il fait qu'attaquer, nous dit Pierre. Il ne vaut pas Luis Suarez, nous dit Cavani. Nous dit Aris. Oui, Luis. Oui, Luis. Il vaut pas Louise. C'est vrai que Louise, le samedi soir, sur la piste de danse, je peux vous dire que Luis Suarez. À la Bolega. À la Bolega, quand il se met à danser à la salsa, c'est Louise. Alors, Louise, là, elle fait tomber tous les mecs, là, je peux vous dire, c'est incroyable. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Edinson Cavani, super Arif, hein, tu nous as bien fait rire. Je vous rappelle que son maillot, il est là. Partagez. Numéro 9, maillot d'Edinson Cavani, dédicacé. Partagez, on dédicacé, hop là, voilà. Et là, la belle dédicace. Qu'est-ce qu'on fait, Julien, pour gagner Partagez, petit bouton partager en dessous de notre live. Et puis, on vous tire au sort mercredi. On vous envoie ça chez vous. Vous venez le chercher à la rédac. Il a dit. En tout cas, on sera ravis de vous offrir ce cadeau. Donc, partagez. Allez, on est Danish. Dernier commentaire qui nous dit, il a cette grinta, cette fin qui manquait à nos joueurs parisiens face au Barça. On revient encore au Barça. Hein. Oui, on revient. Bah, de toute façon, quoi qu'il se passe cette saison, on reviendra au Barça, quoi qu'il arrive. C'est terrible, les amis, on parlait du Barça. Ouais, sachant qu'en plus c'est très frustrant parce qu'il avait fait ce qu'il fallait. Il avait fait ce qu'il fallait face au Barça, il avait rempli son contrat, il avait marqué le but qu'il fallait marquer. Bon voilà, on va pas revenir. Alors on enchaîne les amis avec cette victoire du Paris Saint-Germain, je vous rappelle samedi face à Monaco à Lyon, 7ème finale de Coupe de la Ligue, 7ème Coupe de la Ligue remportée, pas 7ème finale, c'était la 9ème finale du Paris Saint-Germain en Coupe de la Ligue. La 4ème consécutive. La 4ème consécutive, c'est un record pour les Parisiens. Et du coup, on a l'impression que ça y est, avant le match, Monaco était ultra favori pour la Ligue 1. C'était Monaco, c'était au-dessus de tout. Et puis maintenant, ça y est, Paris est redevenu favori pour la Ligue 1. On a pris 2 entraîneurs au choix, Jean-Louis Gasset, l'entraîneur de Montpellier, l'ancien adjoint de Laurent Blanc au Paris Saint-Germain, et Pascal Duprat, l'entraîneur de Toulouse. L'entraîneur de Toulouse. L'entraîneur de Toulouse. Il a fait un peu à l'anglais. Les deux entraîneurs s'affrontaient, les 2 entraîneurs ont parlé du Paris Saint-Germain hier en conférence de presse. Super. Et ben les 2 voient le Paris Saint-Germain champion en fin de saison. Quand vous m'avez demandé qui était le favorisé, dit Paris, et qui va être champion de France, je vous ai dit Paris. Parce que je sais que ce sont des grands joueurs et qu'ils étaient touchés dans leur amour-propre, dans leur orgueil. Et donc, je pense que jusqu'à la fin de la saison, ils vont jouer à ce niveau-là. C'est pour vous qu'il a changé. Parce que eux, les joueurs, ils en étaient persuadés. Ils ont eu un bug une journée en 2017. Je vous rappelle quand même qu'ils ont fait qu'une défaite. Elle est de taille. Mais ils ont fait qu'une défaite. Et là, ils ont joué à leur niveau. Maintenant, il y avait le maestro au milieu. Quand il y a Thiago Motta, c'est pas pareil. Voilà pour Jean-Luc Gasset. Autour de Pascal Duprat. En fait, je suis pas bon pronostiqueur, mais là aussi, à un de vos confrères, j'ai dit que je pensais que Paris allait gagner. Et en fait, mais ça, ce que je dis là, je devrais pas le dire parce que nous allons nous déplacer à Monaco. Et Monaco est enthousiasmant depuis le début de la saison, mais on doit reconnaître que pendant le championnat de France, Paris Saint-Germain est enthousiasmant aussi. Et pour la beauté du championnat, moi je parie sur Paris. Voilà. Même si je suis admiratif du travail effectué au PSG et à Monaco, mais voilà, en tant que épicurien du football, je voudrais bien que ça se joue à la dernière journée. Hein. Voilà. 2 choses intéressantes. Jean-Louis Gasset qui nous parle de Thiago Motta, qui a dit en toute fin, sans Thiago Motta, c'est pas pareil. Avant, on recommence notre jeu des pouces et des cœurs. Si vous pensez que Paris va être champion de France, je veux voir des pouces. Des pouces pour Paris champion de France. Si vous pensez que Monaco
va être champion de France des cœurs. Julien, moi je pense que Paris va être champion de France. Et je le dis depuis un petit moment, c'est pas nouveau. Oui, moi comme je dis depuis un petit moment déjà que je pense que c'est Monaco qui va être champion de France. Alors moi je vous donne un avis très simple. Cette finale de la Coupe de la Ligue pour me fait pas changer d'avis, me fait pas retourner ma veste. Parce que je vois pas le rapport en fait. Non, mais c'est terrible comme quoi les dynamiques dans le foot c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Non, mais, une victoire, tout peut changer en un match, c'est incroyable. Non mais, enfin, l'histoire de la dynamique c'est une idée de journaliste. Non, oui, mais justement, moi, c'est ce que je dis depuis le début. J'arrête pas de dire n'importe où à chaque fois dans cette émission, dans le PSG Show, qu'il faut arrêter, les amis, vous qui nous regardez, arrêtez de regarder les dynamiques. Regardez plus à long terme, c'est ce qui s'est fait depuis le début de saison. Une seule défaite pour le Paris Saint-Germain depuis 2017. Moi, c'est ça qui me fait dire que le Paris Saint-Germain va être champion de France. Ouais, mais enfin, tu es combien pour Monaco? Ils perdent jamais. Une saucisse. Une aussi, c'est la première 2017. Ils perdent pas. Moi, ce qui me fait dire, moi, c'est tout simplement ce qui me fait dire que. Non, ils ont perdu à Manchester City. Ce qui me fait dire que Monaco va être champion de France, c'est qu'ils ont 4 points de plus. 3 points plus le point du goal average. Il reste 9 matchs. Ouais, il reste 9 matchs. Mais 8 matchs. Ce que je comprends pas, parce que j'ai entendu tout un tas de trucs sur grâce à cette finale de la Coupe de la Ligue, Paris a repris l'ascendant psychologique sur Monaco. Oui, mais d'accord, mais le match entre le PSG et le Monaco, il n'existe plus. Il est passé. C'est-à-dire que cet argument, pour moi, il serait valable s'il restait un PSG-Monaco ou un Monaco-PSG. Parce qu'on se dirait, ok, Paris va avoir un objectif, c'est quand ils vont jouer Monaco. Là, ils auront l'ascendant parce qu'ils leur ont foutu 4-1 en finale de la Coupe de la Ligue. Donc, au coup d'envoi, Paris va avoir l'ascendant. Et Paris va pouvoir regratter 3 points sur Monaco. Mais arrête-moi si je me trompe, il n'y a pas de PSG-Monaco jusqu'à la fin de la saison. Voilà. Donc, Monaco. Il y a un Lyon-Monaco par contre. Oui, il y a un Lyon-Monaco et il y a un PSG-Nice. Parce qu'on rappelle que Nice est un Nice-PSG. 29 avril, les amis. Voilà, on rappelle que Nice est revenu à 1 point du Paris Saint-Germain. Donc, avant le match de retard. 30 avril même, parce que le 29, c'est PSG-Barcelone en demi-finale de Ligue des Champions féminine. Avant le match de retard du Paris Saint-Germain, puisque le PSG n'a pas joué ce week-end. Et Nice, oui. Mais voilà, Monaco, si Paris a repris l'ascendant psychologique sur Monaco, c'est très bien. Mais comment ça va se retranscrire dans la réalité monégasque? Ils vont jouer des équipes. Je pense pas que la défaite à Paris va leur faire dire maintenant qu'on a perdu contre Paris, on va perdre contre tout le monde. On va perdre des points en route. Non, mais Alors, Valère Germain et Vadim Vassiliev sont passés en zone mixte après la rencontre. Valère Germain, j'ai adoré ce qu'il a dit. Valère Germain a dit est-ce que Allez, c'est bon. En plus, c'était vraiment pas pour Valère Germain qui disait ça, c'est moi qui viens de le dire. J'ai même pas fait exprès, je le pensais que c'était Valère. Mais bon, désolé Valère, mais c'était même pas pour toi que je voulais dire ça, mais bon. Valère Germain en zone mixte est passé et il a dit est-ce que je sache. Tu prends trop de risques. À ce que je sache. Lui, il a pas dit ça, il a pas dit à ce que je sache. Il a dit à ce que je sache. À ce que je sache. Allez, non, le pauvre, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Valère, c'est un super joueur. Il a dit, en fait, quoi qu'il arrive, malgré, on a perdu cette finale, mais on a encore 3 points d'avance en championnat. Oui. Et c'est pas cette finale qui va nous faire vaciller. Évidemment. Et Vadim Vassiliev l'a dit après, l'objectif prioritaire du l'AS Monaco reste la Ligue 1. Et j'insiste, il n'y a pas 3 points, il y a 4 points, les amis. Il n'y a pas 3 points, il y en a 4. Faut être clair avec ça, il y a 4 points. Le Paris Saint-Germain ne reviendra jamais en 9 matchs à la hauteur de Monaco au niveau du C'est toi qui le dis, moi je pense que oui, ils vont revenir. Du goal average. Non, c'est ce que je dis, c'est pour ça qu'il y a 4 points. Il y a 3 points, ok, mais si Paris regrattait ces 3 points-là, il serait quand même pas leader parce qu'il y a une différence énorme qui restera jusqu'à la fin de la saison. Maintenant, on peut le dire, il y a 4 points. William qui nous dit. Pour moi, je dis pas que Paris va pas faire tout ce qu'il faut. Ouais. Je dis que c'est Monaco qui va pas perdre des points. Ouais, il s'en fout. Ok. William qui nous dit je kiffe Paris, c'est mon équipe, mais en toute objectivité, je pense pas que Monaco va se mettre à merder à 8 jours de la fin. Stéphane qui nous parle de Mota. Oui, Mota, t'es très bon, Stéphane, t'as tout à fait raison. On n'a pas fait un thème, mais c'est vrai que Paris avec Mota et sans Mota, c'est pas pareil. Julien, c'est Paris est champion, tu finis à poil sur les champs. Non, je finis pas à poil sur les champs. Je veux bien un petit défi un peu plus. Qui mettent moins en scène parce que je suis quelqu'un de timide et puis pas timide mais de pudique, voilà. Et si tu mets un peu moins en jeu ma pudeur, je peux te faire un petit défi si tu veux, mais à poil sur les champs. Reda qui nous dit Monaco va être champion, fin du débat, Paris va gagner ses matchs et Monaco également. Merci Reda, passez une bonne journée, au revoir, fin du débat, on est là pour chaud, merci à tous. Puisque Reda a tout stoppé. Ben voilà, Reda, t'as stoppé le débat. Non, si on peut continuer juste. J'ai du mal. Ouais, si on peut continuer un peu juste sur. Alors je rappelle juste que des pouces, si vous pensez que le Paris Saint-Germain va être champion de France. Parce qu'on voit rien là, pas de pouces, pas de cœur. Des cœurs, si vous pensez que l'AS Monaco va être champion de France. Ouais, si on peut un peu poursuivre sur ce débat-là, moi je trouve que.
Enfin, d'ailleurs, je l'ai écrit, c'est pas parce que je voudrais en parler un peu, d'un des papiers que j'ai écrit. Des papiers, j'ai écrit quelques papiers. Ah bon? Après quand j'ai le temps. Après la finale de la. Sur mes heures libres. Le week-end. Après la finale de la Coupe de la Ligue, moi je trouve que cette victoire du Paris Saint-Germain a mis pour moi deux choses en lumière. Le fait que Paris, intrinsèquement, est plus fort que Monaco. Voilà. Il y a un meilleur effectif, il y a individuellement des joueurs meilleurs, il y a un projet de jeu qui, a priori, est quand même plus solide, plus costaud, une ADN plus marquée que Monaco, qui est très pragmatique, même si c'est dans le bon sens du terme pour eux cette saison. Et la deuxième chose, c'est que Monaco n'a pas de marge de manœuvre en fait. Ils n'ont pas de banc. Monaco n'a pas de banc. C'est le problème. Et oui, c'est un énorme problème parce que si jamais, là on l'a vu, on dit toujours la petite maxime qui fait un peu cliché, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Mais tu sais, quand t'es pas là, Julien, je suis dépeuplé. Ouais, voilà, quand je suis pas là, t'es complètement dépeuplé, je le sais. Bref, pareil pour moi. Mais Fabinho a énormément. Fabinho a énormément manqué à cette équipe de Monaco, on l'a vu, et la paire Timo Bakayoko, Joao Moutinho a pas fait l'affaire. Leonardo Jardim n'a pas changé son système de jeu alors qu'il prenait l'eau au milieu de terrain. Ça, c'est aussi un sujet qu'on n'a pas trop évoqué du côté de Monaco, mais bon, bref, c'est autre chose. Falcao n'était pas là, et en plus de Falcao, parce qu'ils peuvent faire sans Falcao, mais en plus de Falcao, Boschilia qui est pas là et qui sera plus là, Carrillo qui est pas là non plus. Leonardo Jardim, offensivement, alors qu'il avait besoin de marquer des buts, n'avait aucune cartouche. Monaco s'est retrouvé avec une attaque Mbappé-Cardona en fin de match. C'était l'attaque de la CFA de Monaco l'année dernière. Voilà. C'est-à-dire que, et je pense que ça c'est quelque chose qui peut être un vrai argument pour Paris. C'est-à-dire que il n'y a aucune marge de manœuvre pour Monaco. Si Monaco est au complet et n'a pas de problème jusqu'à la fin de la saison, je pense que ça va rouler pour eux. Si par contre ils ont 2-3 joueurs clés qui sautent du 11 pour des blessures, pour des suspensions sur des matchs un peu tendus, je pense que ça peut devenir compliqué. Voilà, on va en terminer sur ce débat parce que le temps passe très vite, encore une fois, on a pas mal de choses à vous raconter. Je vous rappelle que vous avez le maillot d'Edinson Cavani à gagner dans le PSG Show aujourd'hui les amis, maillot dédicacé par Edinson Cavani lui-même. Pour ça, vous partagez l'émission jusqu'à mercredi midi, vous mettez un petit message, un petit mot doux quand vous partagez l'émission. Vous pouvez aussi mettre un petit message sur Twitter avec le hashtag PSG Show. Et puis, mercredi midi, tirage au sort pour gagner ce maillot d'Edinson Cavani. On enchaîne, j'aimerais juste qu'on parle rapidement des supporters et de ce qui s'est passé au Parc OL. Il y a eu des dégradations au Parc OL par les supporters parisiens. Alors attention, on ne parle pas du collectif Ultra Paris, on ne sait pas qui encore. Il y a une enquête de la LFP en cours et une enquête des services de sécurité du Paris Saint-Germain et de l'Olympique Lyonnais qui sont en train de savoir qui a dégradé le Parc OL comme ça. En tout cas, Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, puisque je vous rappelle que le Parc OL appartient à 100% à l'Olympique Lyonnais, donc c'est l'Olympique Lyonnais qui co-organisait cette finale de Coupe de la Ligue avec la LFP. L'Olympique Lyonnais, au passage, a ramassé 500 000 € sans même avoir joué le moindre match. Mais voilà, il y a eu des dégradations. Et Jean-Michel Aulas, hier, après le match de son équipe à Rennes, il l'avait un peu mauvaise. Cette finale était magnifique. Les deux équipes ont délivré, et surtout le PSG, un match fantastique. C'est-à-dire qu'ils étaient tous à leur niveau, à 100%. Ils sont tous des très grands joueurs de valeur mondiale. Et puis, par contre, on a eu dans les tribunes des choses qu'on aimerait ne jamais revoir, puisque ça a été de la dégradation pour la dégradation, donc des centaines de sièges détruits, des sanitaires tout neufs détruits, avec la volonté, non pas par dépit mais la volonté de casser ce qui appartient à nos supporters. Et ça fait aussi très très mal. J'en aurais pleuré hier soir parce que c'est comme quand on vient chez vous pour casser votre maison ou votre domicile par gratuité. C'est des choses qui sont difficiles à supporter. Donc voilà, petit coup de gueule ce soir. J'espère que... Parce qu'on avait, des stadiers parisiens étaient sur place, ils n'ont pas eu l'autorisation d'agir. Nous, on a tous les éléments, évidemment, puisque le stade est ultra sécurisé avec 300 caméras à l'intérieur qui peuvent prendre toutes les situations de tous les gens qui font des actes interdits et illégaux. Donc voilà, j'espère qu'il y aura des sanctions très très graves parce que le football ne peut pas se développer et se jouer dans ces conditions-là, alors que tout avait été parfait. 58 000, presque 59 000 personnes, un spectacle formidable, deux équipes de très grande qualité, indubitablement les deux meilleures équipes françaises, et puis un PSG qui a su prendre sa revanche sur le sort, sur le terrain,
Donc voilà, donc je pense que le PSG mérite aussi des supporters qui respectent la totalité du football. Voilà pour Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, à qui appartient ce stade. Le collectif Ultra Paris a communiqué hier soir sur le rôle en disant que voilà, c'était intolérable ce qui s'était passé au Parc OL de la part des supporters, des sièges cassés, dégradation des sanitaires. Malgré tout, le collectif Ultra Paris a dit que si des membres du collectif Ultra Paris avaient participé à cette dégradation, il y aurait des sanctions en interne du collectif Ultra Paris. Du côté du Paris Saint-Germain, on attend pour le moment de savoir qui a fait ça, savoir s'il n'y a pas des supporters extérieurs qui se sont mêlés aux supporters parisiens pour faire porter le chapeau aux supporters parisiens. C'est le discours du club du Paris Saint-Germain qu'a donné hier le club à nos amis de France Bleu Paris. Voilà pour le côté du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, qu'est-ce que risque le Paris Saint-Germain? Des sanctions financières. C'est le Paris Saint-Germain qui va payer les dégradations au Parc OL. Des sanctions au-delà financières, non, on ne pense pas. Par contre, ça va forcément rabattre les cartes entre les relations entre le Paris Saint-Germain et le collectif Ultra Paris si c'est avéré que des membres du collectif Ultra Paris ont dégradé le Parc OL. Forcément, le Paris Saint-Germain et les autorités publiques vont mettre ça sur le collectif Ultra Paris et ça va peser dans les négociations, dans les réunions qui sont en train de se mettre en place entre le collectif Ultra Paris et le Paris Saint-Germain. Je vous rappelle que le collectif, c'est un peu long, mais je vous donne un peu toutes les informations. Le collectif Ultra Paris est en train de demander d'avoir un référent. Il n'y a pas de référent fixe en ce moment entre le collectif Ultra Paris et le Paris Saint-Germain. Il y a des lois qui sont en train de passer, la loi Larrivée notamment qui est passée du côté des autorités publiques. C'est un peu complexe. Je vous ferai peut-être un papier sur gold.com pour vous expliquer tout ça. Il y a des négociations en ce moment, mais en tout cas, ça n'arrive pas à un bon moment. Oui, ça arrive pas à un bon moment, c'est clair. Après, ça va permettre aussi de voir un peu à quel point la situation a avancé, même si on le voit dans les tribunes, même si on le voit. Voilà, c'est aussi dans ce genre de moments-là, parce que ça, bon, même si c'est des événements qu'on aimerait ne jamais revoir, c'est des choses qui par les effets de foule, arrivent. Voilà, c'est pas nouveau, il y en a eu, il y en aura encore. Ça veut pas dire que c'est pas condamnable, évidemment. Mais maintenant, ça va permettre aussi, bon, je prends, parce qu'on est un peu obligé de spéculer tant qu'on n'a pas les résultats de l'enquête, mais si des membres du CUP étaient impliqués là-dedans, ça permettrait aussi de voir comment les dirigeants du collectif Ultra Paris agissent par rapport à ça. Parce qu'ils peuvent aussi donner les garanties de vouloir vraiment aller de l'avant. On va encore donner tous les éléments qu'on a, les informations qu'on a, on va vous les donner. Le collectif Ultra Paris est rentré très tard, 5-10 minutes avant la rencontre, dans le stade. Ouais. Ils ont eu du mal à rentrer dans le stade tout simplement parce qu'ils sont arrivés tard à Lyon, que normalement il faut arriver dans l'après-midi pour montrer le matériel à la sécurité, pour faire entrer du matériel dans le Parc OL. Là, il y a eu des difficultés, ils ont été bloqués de nombreuses minutes à l'extérieur du stade parce qu'ils ne pouvaient pas faire rentrer leur matériel. Finalement, ça s'est réglé, tout le matériel est rentré. Je vous rappelle que le Paris Saint-Germain a fait venir des stadiers, comme ils font à chaque déplacement du collectif Ultra Paris. Il y avait 12 bus du collectif Ultra Paris qui sont partis de Paris. Voilà, ça peut également compter le fait que le Cup est arrivé très tard au stade, que le Cup a eu du mal à rentrer dans le stade. Ça a pu faire naître aussi chez certains un sentiment un peu d'excitation. Oui, mais bon, attention, ça, on ne sait pas pour l'instant, on ne sait pas s'il y avait des membres du CUP dedans. On ne sait pas si c'est eux. Voilà. Moi, on ne sait même pas si c'est des supporters parisiens. Ce que je dis simplement, c'est que, en tout cas, c'était dans la partie des supporters parisiens. Ce que je dis simplement, c'est qu'en fonction de savoir qui est impliqué là-dedans, s'il y a des membres du collectif Ultra Paris, ça va aussi permettre de voir comment va réagir le collectif Ultra Paris vis-à-vis du club, vis-à-vis des autorités publiques. Ça va leur permettre, a priori, mais on spécule encore une fois, de prendre des engagements éthiques, des engagements moraux, et de montrer que ce qui domine, ce qui prédomine au sein du CUP, c'est bien la bonne volonté d'intégration, et pour que tout aille dans le bon sens. Voilà. Ça va permettre aussi à Jean-Michel Aulas de voir que son bijou, son Parc OL, son magnifique outil, son formidable outil connecté. Son formidable outil fonctionne bien, puisqu'avec 300 caméras dans le stade, il y a même un commissariat dans ce Parc OL. Va fonctionner, puisqu'avec 300 caméras qui scrutent un peu tout le monde, on va facilement identifier qui sont les responsables. Et donc ça va permettre à l'enquête de se résoudre bien vite. Rapidement, Jean était apparemment au stade. Jean, tu nous dis l'organisation au Parc OL des portiques, c'était n'importe quoi. Et puis il nous dit on a été mélangé avec les Lynx. Donc Jean, tu dois faire partie du collectif Ultra Paris, mais oui, les Lynx, c'est une autre frange des supporters du Paris Saint-Germain, un autre groupe de supporters du Paris Saint-Germain, mais ça reste, comme le dit Rudy naturellement, ça reste des supporters du Paris Saint-Germain. Voilà, on a été rapide sur ce sujet, mais il fallait en parler quand même.
Vous avez déjà parlé de tous les sujets, nous dit Machiniste. Oui, on a quasiment fini, les amis. On va parler rapidement. Maintenant, on a 5-10 minutes pour vous. Si vous avez n'importe quelle question sur l'actualité du Paris Saint-Germain, on va en parler. Et moi, on va commencer par ce petit medley, par un homme, par lui. Vous voyez au milieu, c'est Marco Verratti qui est ici avec André Di Maria. Marco Verratti, qu'on le voit ici aussi, qui a fait un super match face à l'AS Monaco. Mais qui, depuis quelques semaines, lui, son agent, lui, ça parle autour de lui. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur Marco Verratti. Vous savez, Goal est un réseau international. On a 38 éditions, donc 19 langues différentes qui touchent 52 pays. Donc il y a 52 pays où sont présents Goal.com. À l'étranger, c'est la folie. On ne parle que de Marco Verratti sur le Paris Saint-Germain. Alors c'était important pour moi de vous dire aujourd'hui que Marco Verratti ne quittera pas le Paris Saint-Germain cet été. Que Marco Verratti fait ça, met un petit peu de pression sur ses dirigeants parce que il veut rester. Alors oui, attends, je vous dis que Marco Verratti ne partira pas. Marco Verratti peut partir du Paris Saint-Germain à une seule condition. Qu'il sente aujourd'hui que ses dirigeants et le Paris Saint-Germain ne progressent plus et qu'ils sentent que le Paris Saint-Germain ne soit pas capable d'aller gagner des titres au niveau européen. Oui, enfin attention, parce que même s'il sentait ça, ça ne voudrait pas dire qu'il pourrait partir. Non, mais en tout cas, aujourd'hui... Il appartient à un club qui a quand même la surface financière pour lui dire tu fais pas ce que tu veux. Exactement, mais aujourd'hui, Marco Verratti met un coup de pression sur ses dirigeants. C'est comme ça qu'il faut prendre ses déclarations. Il en a encore dit après le match en zone mixte, c'est en italien, je ne vais pas vous le montrer, mais en zone mixte, après la rencontre, il a encore dit voilà, moi je me sens bien au Paris Saint-Germain, j'arrête pas de le dire. Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'en fin de saison, on va s'asseoir avec les dirigeants, mais comme on le fait à chaque fin de saison, ce sont les mots de Marco Verratti, on va s'asseoir avec les dirigeants et on va parler de ce qui s'est passé durant la saison et on va parler de ce qui se passera durant la saison après. En gros, il le dit, il veut que le Paris Saint-Germain mette de l'argent, mette de l'oseille, aille acheter des grands joueurs et soit capable d'aller remporter avec des champions. Ouais, très bien, mais c'est le projet. Je sais pas. C'est tout. C'est tout ce qui se passe autour de Marco Verratti. Ça va être une discussion qui va, à mon sens, aller très vite alors. Puisque Marco Verratti va demander à ses dirigeants de faire ce qu'ils font chaque été. Enfin, même s'il y a eu un petit trou l'été dernier, ce qu'ils font, il va leur rappeler l'ADN même de leur projet, c'est-à-dire gagner la Ligue des Champions au plus vite. La Ligue des Champions, ça se gagne avec des grands joueurs. Donc voilà, je pense que les discussions iront très vite à partir du moment où Marco Verratti veut rester au Paris Saint-Germain. Et puisque c'est ce qu'il dit, tant mieux pour toi. C'était important de clarifier la situation sur Marco Verratti. Voilà, vous avez tous les éléments. Maintenant, vous ne pourrez plus dire Marco Verratti va quitter le club en fin de saison. Non, les amis, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passera pas comme ça. Encore une fois, de toute façon, hein, même moi je le répète, et c'est quelque chose qui est important, hein, c'est que si demain Marco Verratti prenait la décision de partir, encore une fois, c'est pas un truc unilatéral. C'est-à-dire que si Marco Verratti a l'ambition de s'en aller, il va falloir convaincre le Paris Saint-Germain de le laisser s'en aller. Et jusqu'à preuve du contraire, on est quand même en présence de dirigeants. Il coûte très cher en plus. Hein. Voilà, qui ont la surface financière pour refuser des offres conséquentes, même venues des meilleurs clubs du monde. Aujourd'hui, Paris peut au moins faire ça, même s'il ne rivalise pas encore avec les autres meilleurs clubs d'Europe sur bien des points. Sur celui-là, ils sont capables, et ils l'ont déjà fait de toute façon, de dire non quand il faut dire non. Donc voilà, je pense que tous les éléments, quand on les met bout à bout, viennent au même point, c'est-à-dire que Marco Verratti sera logiquement un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Voilà pour Marco Verratti. Il y a des questions qui sont passées sur Olivier Létang. Oui, c'est une information qui a été publiée ce matin chez nos confrères du Le Parisien qui annonce qu'Olivier Létang a annoncé lui-même à quelques membres de la Ligue et à quelques membres du staff parisien son départ en fin de saison. Ben les gars, c'est pas nouveau. Ça a été annoncé sur Goal.com il y a maintenant plus d'un mois. On avait fait un papier sur l'actualité, peut-être le départ d'Olivier Létang. On va vous le mettre en commentaire après justement ce petit papier que j'avais fait longuement sur l'actualité. Oui, Olivier Létang, ça fait plusieurs mois qu'il cherche une porte de sortie. Aujourd'hui, il estime que son rôle au Paris Saint-Germain n'est plus le même qu'il l'a été, qu'il n'a plus les mêmes prérogatives. Mais il y a une réflexion de la part de Nasser et de la part du Qatar, des propriétaires du club à Doha, un peu plus profonde. En ce moment, on est en train de se demander quelle est la meilleure solution pour redémarrer la saison prochaine. Alors, ça peut être un départ d'Olivier Létang, ça peut être un départ de Patrick Kluivert, ça peut être des pouvoirs renforcés par Unai Emery, parce qu'on parle beaucoup du départ d'Unai Emery, mais en ce moment, la tendance, ce serait plutôt de donner plus de pouvoir à Unai Emery. Unai Emery qui n'a pas pu venir avec tout son staff la saison dernière. Il connaît mieux le club, Unai Emery. Nasser Al-Khelaifi a passé beaucoup de temps avec Unai Emery au téléphone. Et voilà, Unai Emery qui a demandé à faire venir quelques membres supplémentaires. On pense notamment à un nouvel entraîneur des gardiens. On pense notamment à quelques préparateurs physiques nouveaux, un peu plus intégrés à la méthode Unai Emery. Donc pour le moment, on est plus en train de se diriger vers un entraîneur avec un peu plus de pouvoir, qui pourra faire plus de choses au Paris Saint-Germain. Plus de pouvoir, ça veut dire aussi peut-être des hommes d'Unai Emery un peu plus haut.
j'avais fait un papier où j'avais sorti le nom d'Alberto Benito, qui est l'ancien directeur sportif d'Almeria, à l'époque où Unai Emery était à Almeria, qui est un ami d'Unai Emery. Il ne prendrait pas le poste de directeur sportif, mais en cas de départ d'Olivier Létang, il pourrait prendre le poste de directeur sportif adjoint, celui d'Olivier Létang. Patrick Kluivert pourrait rester au club, mais dans un rôle différent. Pour faire venir qui? Là encore, on ne sait pas trop. Monchi, ce sera certainement pas lui, puisqu'il prend la direction de l'AS Rome. En tout cas, Monchi, qui fait tarder un petit peu les discussions avec l'AS Rome, parce que lui, il aimerait bien venir au Paris Saint-Germain. Donc, il attend de savoir s'il peut se placer au Paris Saint-Germain. Voilà pour Monchi. Leonardo, non, ce ne sera pas Leonardo l'année prochaine au Paris Saint-Germain. Voilà. Oui, j'ai pas grand chose à ajouter, à part que je pense qu'effectivement, ce qui est plus en discussion au PSG, c'est une réorganisation un peu de cet organigramme-là qui pose quand même des questions, puisque depuis le début de la saison, on s'en pose des questions. Le duel Létang, Kluivert, les deux influences différentes qu'il y a, de courants, deux influences qu'il y a au sein du club qui ne peuvent pas faire bon ménage, forcément. Donc voilà, il faut trouver la solution pour rééquilibrer tout ça. Moi, je pense que ça passe par une figure forte. Tu vois, par exemple, quand tu parles de Benito, qu'il intègre le staff du Paris Saint-Germain, ok, qu'il arrive dans un rôle de directeur sportif avec les plans. Adjoint. Ouais, voilà. Non, mais je sais bien que dans ce rôle-là, je suis ok. Dans un rôle de directeur sportif avec plus de pouvoir, j'ai un peu de mal à le croire. Ce serait pas le cas. Non, voilà. Et je pense qu'il faut une figure viable à la tête d'un projet comme le Paris Saint-Germain, qui est très très exposé, qui a besoin de quelqu'un de fort. Voilà, sur des réseaux mondiaux, quelqu'un de crédible. Est-ce qu'on a ça actuellement au Paris Saint-Germain? Je ne sais pas. Patrick Kluivert ne donne pas toutes les assurances non plus. Voilà, je pense qu'effectivement, les discussions qui vont dans ce sens-là au Paris Saint-Germain vont dans le bon sens. Voilà. Alors, là, on a été complet là encore une fois, les amis. On vous a donné toutes les infos qu'on avait à disposition pour vous. Maintenant, à vous de nous faire votre autocritique. Je le dis à chaque fois, les amis, c'est vous qui devez cogiter, réfléchir un peu sur ce qui se passe au Paris Saint-Germain et vous faire votre propre opinion. Sur tout ça, nous on est là pour vous aider à vous faire cette opinion. Avant qu'on se quitte, on a le maillot d'Edinson Cavani à gagner. Dédicacé, les gars. Dédicacé, maillot d'Edinson Cavani. Eddie qui a mis 40 buts cette saison. Dédicacé, elle est là, la dédicace d'Edinson Cavani. Pour gagner ce maillot, qu'est-ce qu'on fait, Julien? Vous partagez, les amis, notre petit live là qui va prendre fin déjà. Petit bouton partager en dessous, là vous partagez. Et puis mercredi, nous, on vous tire au sort, on vous envoie ça chez vous, à la maison, où vous venez le chercher si vous êtes par chance sur Paris. On se rend compte, on vous file ça, ce petit maillot. Et puis vous pouvez aussi être tiré au sort en commentant le PSG Show sur Twitter, #PSG Show. Voilà les amis, c'est la fin de ce PSG Show. On se donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle édition du PSG Show. Tu seras là lundi prochain, Julien? Ouais, bien sûr. Tu seras là, c'est super. Nous, on vous donne rendez-vous demain pour les conférences de presse d'Unai Emery. Mercredi pour Avranches, Paris Saint-Germain, quart de finale de Coupe de France. Ce sera à Caen, à Michel Dornano de Caen le match. Dimanche, PSG Caen au Parc des Princes. Je vous rappelle que les filles du Paris Saint-Germain jouent en demi-finale de Ligue des Champions face à Barcelone. Et oui, match retour. Le match retour le 22, match aller à Barcelone, 29, match retour au Parc des Princes, ici même les amis. Essayez de remplir ce Parc des Princes pour les filles, elles le méritent. Je pense qu'on a été complet les amis. Voilà, je rappelle maillot d'Edinson Cavani, vous partagez l'émission pour le gagner. Comme d'habitude, on se régale avec vous les amis. Est-ce que Julien, est-ce que tu te régales? Bien sûr que je me régale, tu te régales toi? On se régale. Ciao les amis, ciao ciao. Bonne semaine.